Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines. Bonjour Abidjan, salut les voisins et les voisines. 7 milliards de voisins. Deuxième émission sur le campus de l'université Houphouët-Boigny à l'occasion du FEMUA. Avec vous, les jeunes, pour parler de l'emploi. Peut-on réussir en Côte d'Ivoire aujourd'hui quand on a moins de 35 ans? Vous faites partie de cette tranche d'âge qui représente près des 3/4 de la population. Et l'insertion professionnelle est votre préoccupation majeure dans votre vie, mais aussi à l'échelle du pays. 300 000 à 400 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Alors comment trouver un emploi à la hauteur de ces diplômes, et pas seulement dans le secteur précaire, informel? Que recherchent les entreprises aussi? Que font les pouvoirs publics? Est-ce que la crise sanitaire a encore compliqué l'accès à l'emploi? Comment on peut valoriser aussi sa formation, ses compétences, avoir confiance en soi quand on est un jeune diplômé? Eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions avec nous pour en parler. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, porte-parole adjoint du gouvernement, député RHDP à Daloa. Mamadou Touré, vous avez été secrétaire d'État à l'enseignement professionnel, vous avez été conseiller jeunesse aussi du président Ouattara. L'emploi des jeunes, c'est votre dossier depuis des années, depuis le début de votre carrière politique. Vous allez nous dire comment vous agissez concrètement pour les jeunes. Également avec nous, une chef d'entreprise, Désirée Foucré-Porquet. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour aux voisins. Vous êtes directrice générale et associée de Quicknet à Talian, qui est une société de ménage et nettoyage industriel. Vous employez près de 1000 personnes dans 26 villes du pays, des emplois peu qualifiés, mais aussi des emplois qualifiés. Et puis également avec nous, celui que vous connaissez tous, Didier Akoueté. Bonjour Didier. Bonjour Emmanuel. Président du cabinet de conseil Afrique Search, cabinet de conseil en ressources humaines, on dit chasseur de tête aussi, on vous retrouve régulièrement dans l'émission avec de jeunes entrepreneurs. On peut vous applaudir tous les trois. RFI. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins, j'adore l'émission. Je suis RFI 787. Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble. Alors, tout de suite, une première question pour le ministre Mamadou Touré. 300 à 400 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Est-ce que l'économie ivoirienne peut absorber toutes ces demandes d'emploi dans le secteur formel et le secteur informel qui constitue l'essentiel du bassin d'emploi? 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Lorsque je regarde en face, en termes d'emplois formels, chaque année, c'est autour de 100 000 emplois formels qui sont créés. Ça veut dire que la plupart de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui n'arrivent pas à avoir un emploi formel, se retournent en grande partie donc vers le secteur informel, qui représente à peu près 90 à 92% des emplois dans notre pays. Et donc, les réformes en cours, justement, visent à inverser cette tendance à travers donc notre système d'enseignement technique de la formation professionnelle pour donner une meilleure qualification donc à ces jeunes, à travers l'amélioration du climat des affaires et rendre notre pays plus attractif avec des entreprises qui pourraient venir investir et donc créer donc de l'emploi. Aussi, toutes les mesures qui sont en train d'être prises pour accompagner certaines entreprises en les aidant à sortir donc de l'informel vers le formel. Vous avez cité 100 000 jeunes qui peuvent se diriger vers le formel. Il en reste 200 000 au bas mot à caser. Est-ce que l'économie perd toujours face à la démographie? Cela n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, hein. C'est la plupart donc des pays d'Afrique, avec tout ce que cela comporte comme risque, hein, insécurité, précarité du travail, etc. Et ce que je dis aujourd'hui, nous avons ouvert un grand chantier avec le gouvernement pour essayer donc d'inverser cette tendance. Didier Akoueté, vous qui voyagez en permanence en tant que chasseur de tête sur tout le continent, est-ce que vous constatez la même chose ailleurs? Est-ce que la pression démographique a de toute façon, quelles que soient les politiques mises en place, raison par rapport à cette situation économique et à la capacité des économies à absorber les demandes d'emploi? C'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart de nos pays en Afrique parce que la pression démographique est tellement forte avec une économie qui crée peu d'emplois. Et pour aller dans le sens du ministre, on estime grosso modo qu'il y a 15 à 20 millions de jeunes diplômés africains qui arrivent sur le marché chaque année
mais qu'on crée 3 à 5 millions d'emplois. Donc la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce phénomène. Une fois qu'on a dit cela, c'est qu'il y a des réservoirs énormes d'emplois sur le continent qu'on n'exploite pas, notamment à travers les petites et moyennes entreprises qui constituent 95% de notre secteur privé, alors que bien souvent les pays vont avoir des politiques d'attraction de gros investisseurs qui vont investir dans les mines, le pétrole, les infras qui sont importantes, mais ce ne sont pas ces secteurs qui créent le plus d'emplois. Donc il y a une sorte de désalignement entre l'économie réelle et puis ces jeunes qui arrivent sur le marché. Donc c'est un vrai enjeu pour la plupart des pays. Désiré Foucret-Porquet, justement, vous avez 46 ans, vous êtes chef d'entreprise, patronne à la base d'une PME qui a été rachetée ensuite par un grand groupe international. Mais vous êtes restée directrice associée. Vous employez 1000 personnes. Aujourd'hui, quelles sont vos difficultés? Aujourd'hui, ce que nous mettons en avant déjà, c'est la création d'emplois et nous en sommes très fiers parce que nous créons de l'emploi local. Mais ceci étant dit, à partir du moment où nous déléguons du personnel dans les entreprises pour l'entretien quotidien et que c'est du personnel généralement peu qualifié, effectivement, on peut avoir plusieurs soucis qui sont parfois le manque de qualification. Nous faisons le manque de compétences techniques. Nous faisons des formations en interne pour remédier à ce problème, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ensuite, les difficultés qu'on peut avoir, c'est sur l'attractivité de notre secteur d'activité. C'est-à-dire faire le ménage dans des bâtiments, dans des bureaux, dans des entreprises. C'est pas très, très sexy à la base, mais au final, peut-être que nous avons même des diplômés qui viennent parce qu'ils ont besoin d'un travail alimentaire et finalement qui restent. Nous avons un taux d'ancienneté qui est important parce qu'au final, il y a une certaine stabilité au niveau de l'emploi. Vous dites que vous avez des diplômés qui sont embauchés en CDI dans votre entreprise pour faire du ménage dans des bureaux? Bien sûr, si tant est que vous considérez qu'un bac plus 2 c'est un diplôme, bien sûr. Oui, nous avons des bacheliers, nous avons également des bac plus 2 qui viennent peut-être dans un premier temps par dépit ou parce qu'ils se sont essuyés, ils ont été confrontés à l'échec d'avoir un emploi dans leur domaine d'activité. Donc oui, nous en avons plusieurs. Et qui restent ensuite dans l'entreprise. Qui restent ensuite. C'est quand même un symptôme de dysfonctionnement du marché de l'emploi. On peut regarder le verre à moitié plein en disant que ça veut dire que nous offrons une certaine stabilité et un cadre qui est propice à l'épanouissement de notre entreprise, mais ça ne cache pas le fait qu'en effet, il y a un certain dysfonctionnement. Ça veut dire que vous avez donc des BTS qui se sont diplômés, qui ont bénéficié d'études parfois gratuites en Côte d'Ivoire, de l'investissement de l'État pour nettoyer des bureaux. Avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui font du ménage, c'est ô combien essentiel pour le maintien de la bonne marche d'une entreprise. Et de la santé des employés. Et de la santé des employés. Mais il y a bien quand même un problème. Pour ce qui est de l'emploi qualifié, quels sont vos problèmes? Il y a des jeunes qualifiés sur le marché qui frappent à la porte, mais on peut avoir quelques difficultés en termes de compétences parce qu'il y a toujours de la demande. Il y a des gens qui demandent à être employés, mais une fois qu'ils sont là, on peut être confronté parfois à des problèmes de compétences, donc d'inadéquation entre nos besoins et les capacités techniques de ces personnes-là. Une fois qu'elles sont très bien formées, forcément, elles vont essayer de regarder peut-être des meilleurs salaires ou des entreprises qu'elles vont juger peut-être plus attractives parce que ce sont des multinationales. Donc, autant nous n'aurons aucun mal à garder des emplois peu qualifiés, autant peut-être dans les emplois un peu plus qualifiés, ils peuvent effectivement être attirés par des entreprises un peu plus grandes ou avec des perspectives d'évolution de carrière qui leur semblent plus attractives. Est-ce que, par exemple, en ce moment, vous cherchez à recruter? Oui, j'ai un poste de commercial qui est ouvert. Donc, et nous prenons toutes les candidatures. Alors chez nous, nous recrutons tout le monde. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de connaissances. Nous passons par des sites de recrutement, nous passons par des cabinets. Nous rêvons de nous offrir des cabinets comme Afrique Search un jour, mais nous passons par des cabinets locaux, donc pour des postes que nous cherchons qui sont des bac plus 4 généralement, bac plus 4 à bac plus 5. Vous disiez qu'il y a un problème de compétences. Typiquement, un exemple. Typiquement, nous allons recruter quelqu'un qui dit avoir un bac plus 4 en finance, mais qui soit incapable de nous produire un plan de financement, des projections, un compte de résultats prévisionnel, un compte d'exploitation prévisionnel, ou qui soit tout simplement incapable de nous tenir une comptabilité quotidienne sans erreur. Oui. On voit bien quand même, Mamadou Touré, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Il y a d'abord la décennie de crise que nous avons connue, qui n'a pas permis un investissement important dans le secteur de l'éducation et de la formation. Vous l'avez rappelé tantôt, j'ai été moi-même pendant 1 année et demie secrétaire d'État à la formation professionnelle. J'ai conduit la réforme de la formation professionnelle dans notre pays. J'ai hérité d'un système où vous aviez des écoles de formation professionnelle, mais qui en réalité formaient des chômeurs potentiels, parce que quand vous prenez une école de formation en automobile à Vridi,
qui forment des jeunes sur des moteurs de véhicules de type R4. Alors que nous avons donc des véhicules de dernière génération et que les véhicules R4 n'existent plus, c'est forcément des chômeurs qu'on forme. Lorsque vous prenez le collège d'enseignement technique à Mankono, où on forme en mécanique auto, alors que la réalité économique de la zone, il n'y a pas assez de véhicules, etc. Donc ces jeunes qui sont de la région, qui sont formés en mécanique auto, soit ils se déplacent pour venir à Abidjan pour chercher de l'emploi, en tout cas dans la zone, il leur est difficile d'avoir donc du travail. Et l'un des enjeux des réformes, ça a été justement en accord avec le secteur privé, de faire en sorte que les contenus de formation dans nos centres de formation professionnelle soient en adéquation avec les besoins du secteur productif. Ça manquait. Donc l'incohérence à la base. On ne peut pas faire des curricula de formation sans savoir un peu comment le secteur privé évolue, quels seront ses besoins à court, à moyen et à long terme. Donc il fallait corriger cette situation et nous sommes en train donc de corriger cette situation. Elle a révélé une situation qui est réelle. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas toujours de l'emploi, mais il y a des jeunes qui sortent des universités, etc., mais qui n'ont souvent pas la qualification nécessaire pour les emplois disponibles. Donc, surtout dans une situation où on a des emplois qui cherchent des travailleurs qui ne trouvent pas, et on a des travailleurs qui cherchent de l'emploi, mais qui ne peuvent pas donc travailler. Donc, toutes ces réformes doivent permettre véritablement donc de corriger cette situation. Alors, justement, on va vous donner la parole, bien évidemment, dans le public. Michel est avec nous. Michel, vous avez 20 ans, vous êtes en deuxième année de droit. Exactement. Et vous dites que vous êtes inquiet pour l'avenir. Exactement, très inquiet. Pourquoi ? Bon, et dans un premier temps, en ce qui concerne au niveau de la formation, parce que moi je suis un juriste en licence 2, mais quand je vois déjà des grands frères qui sont en doctorat et puis après j'ai des cabines, moi ça m'inquiète en fait. Je me dis, mais est-ce que quand je vais arriver là-bas, je serai dans les mêmes conditions que... Donc déjà à 20 ans, il faut que je prépare déjà mon avenir. Et donc ici, la problématique est qu'on forme des gens pour chômer. Et les trois panélistes, on a parlé de ça. Des étudiants qui font des formations qui ne vont pas leur servir. Par exemple, quelqu'un qui a un master 1 en allemand actuellement, qu'est-ce que ça va donner? Ça ne donnera rien, c'est un problème. Et on forme des personnes dont l'économie n'a pas besoin d'eux actuellement. Monsieur le ministre a parlé des mécaniciens actuellement dans le truc. La technologie évolue. Il faut que le gouvernement s'adapte. Et moi, ce que je proposerais comme solution, il faut que le gouvernement aussi oriente les choses vers l'entrepreneuriat. Vous voyez, par exemple, dans le monde anglophone, les gagnants ont réussi ça. Aujourd'hui, un gagnant qui va à l'école, par exemple, il finit l'école. Si l'école n'a pas réussi, il sait entreprendre. On l'a appris à entreprendre, à monter un business plan. Donc aujourd'hui, il peut s'en sortir si on le finance. Je pense qu'il y a l'agence emploi jeune, mais l'État doit penser aussi à insérer ça dans notre système éducatif, l'entrepreneuriat pour ouvrir le monde sur le monde de l'emploi. Ouais. Merci beaucoup. Mais Michel... Michel, juste une question. C'est toi qui as choisi d'aller en droit ? Exactement, c'est moi qui ai choisi dans le droit. Personne t'a obligé. Personne ne m'a obligé. Mais comme je le disais, je fais le droit juste pour une connaissance, mais je sais que le droit ne me donnera pas à manger parce qu'il faut que je m'oriente vers l'entrepreneuriat pour gagner demain à manger. Vu qu'actuellement, il y a 14 000 étudiants en droit au département de droit. Tout le monde veut devenir procureur de la République. C'est impossible. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde évolue, donc il faut qu'on réoriente les choses. Mamadou Touré, ministre de l'Insertion professionnelle. On peut faire du droit sans être procureur et travailler. On peut faire du droit et entreprendre. Donc il n'y a aucune incompatibilité entre la formation en droit et l'entrepreneuriat. On entreprend dans tout. Il faut que vous gardiez l'espoir parce que nous sommes effectivement en train de faire des réformes. C'est vrai que j'ai parlé des difficultés qu'on avait, mais aujourd'hui, nous sommes en train de rénover tous les outils dans les centres de formation technique, etc. Mais ce que nous disons aussi à cette jeunesse, c'est que vous pouvez avoir une formation donc, de base de juriste, économiste, etc. Je vais donner quelques exemples. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui ont tous eu à peu près des BTS en comptabilité, etc., qui n'arrivaient pas à avoir un emploi formel, salarié, etc., mais qui ont décidé de se constituer en GIE et qui ont décidé donc dans le quartier de faire la comptabilité des petits commerçants et ça leur permet donc d'avoir donc des ressources. Je souhaite qu'il y ait une reconversion des mentalités. Tout le monde ne peut pas être procureur, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, mais avec votre formation de base, vous avez la possibilité de faire preuve d'ingéniosité et d'entreprendre. Et nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet en entrepreneuriat. Alors, je voudrais compléter Corneille Michel. Je voudrais te dire que dans notre entreprise, nous avons 2 personnes qui ont une maîtrise en droit et qui sont des personnes qui aujourd'hui, une s'occupe du recouvrement chez nous, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a étudié, mais par sa débrouillardise et par sa expérience passée, elle s'est bien vendue, elle s'occupe de recouvrement, donc elle est au service financier, et l'autre est chargée des affaires juridiques de l'entreprise. Donc, de toute façon, ça peut aboutir pourvu que tu sois débrouillard et que tu sois compétent dans ce que tu fais.
On donne la parole à Didier qui a 27 ans, qui est en Master 1 de physique. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos débouchés potentiels et comment vous sentez les choses surtout? Déjà, chez nous, quand tu finis d'avoir ton Master 2, les étudiants se retrouvent à chômer. Parce que non seulement c'est pas facile d'avoir des stages qui vont nous donner des années d'expérience pour pouvoir être éligibles sur le marché de l'emploi. Mais par exemple, tu rechercherais un stage dans quel domaine avec un diplôme de physique? Bon, d'abord, c'est un peu vaste parce qu'en physique, on peut se spécialiser en Master 2, soit en cristallographie, les laboratoires d'énergie, voilà, où on a plusieurs spécialités, plusieurs options. Tu peux peut-être te spécialiser en électricité ou en mécatronique, mais il s'avère qu'après ça, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de secteur d'activité qui est prêt à recevoir des étudiants, un étudiant avec un tel diplôme. Est-ce que tu veux dire que ton diplôme, finalement, te forme à des compétences qui sont trop poussées par rapport à ce qui existe sur le marché dans les entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Exactement. Didier à côté. C'est un problème de professionnalisation des diplômes. Si vous voulez, tout ce que vous faites a du sens. Ce qui fait du droit, celui qui fait de la physique, celui qui fait de l'économie, ça a du sens parce que l'économie, en réalité, utilise toutes ces ressources. Simplement, les entreprises ne comprennent pas vos formations parce que vous ne les avez pas testées en entreprise à travers des stages. Et comme les stages sont extrêmement difficiles à obtenir parce qu'il n'y en a pas assez, créez vos stages, créez vos jobs, mettez-vous en champ, prenez des initiatives parce que c'est ça que l'entreprise recherche. Et nous, on a recruté des jeunes qui... Je racontais brièvement l'histoire d'un jeune qui avait fait par l'université, que je croyais souvent... Je croisais à l'aéroport, à chaque fois que j'arrivais à Abidjan, il me vendait des cartes de téléphone. Un jour, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez étudié? Il m'a dit, j'ai fait une maîtrise ou un master en commerce international, je ne trouve pas d'emploi, et donc je vends des cartes de téléphone. Et je lui dis, passez me voir au bureau, et il m'a expliqué en réalité comment il a eu ce job, et concrètement, il était devenu entrepreneur parce qu'il achetait les cartes et les revendait. Je me suis dit, mais tiens, mais ce garçon, d'abord, il s'exprime bien, il a un background, et puis il est entrepreneur. Nous l'avons embauché pour un projet. Il est resté pendant 5 ans. Bon, il est parti vers d'autres initiatives. Mais ce qui nous a plu, c'est qu'on a senti chez lui quelqu'un qui avait envie de faire des choses, qui avait une formation de base, et donc à qui nous avons proposé une opportunité. Et puis, troisièmement, vous ne travaillerez pas forcément dans le domaine dans lequel vous avez étudié. Et ça, c'est une constante que vous allez observer. Les entreprises, si vous avez fait du droit, vous n'allez peut-être jamais être juriste en entreprise. Peut-être vous allez faire du développement de projet. Vous avez fait de la physique. Peut-être vous allez faire finalement de l'informatique ou peut-être même du marketing. Donc, ça, c'est le troisième élément, c'est que les entreprises ne vont pas forcément vous embaucher pour le diplôme que vous avez eu, mais surtout pour le potentiel que vous avez pour faire des choses. Parce que n'oubliez pas, les métiers que vous observez aujourd'hui, beaucoup n'existeront plus demain. Même si c'est vrai, l'Afrique est un peu en retard au niveau industriel, mais ce qu'on appelle les sauts de grenouille, le leapfrog, comme typiquement le téléphone. Quand les gens disaient en Afrique on ne va jamais pouvoir utiliser le téléphone portable parce que les gens ne mangent pas leur faim, eh ben c'est le continent le plus équipé. Et donc les sauts industriels, nous allons les faire. L'intelligence artificielle va arriver beaucoup plus vite. Les voitures, le ministre parlait de Renault 4. Regardez le parc automobile dans nos pays. Eh ben, ce sont des voitures d'aujourd'hui qui ne sont pas des voitures d'hier. Donc, vous allez faire des sauts en réalité. Nous allons faire des sauts qui appellent des métiers que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Et donc, c'est votre capacité à apprendre ces nouveaux métiers et à travailler en mode projet. Et pour finir, arrêtez de penser à la fonction publique. La fonction publique ne recrute pas. Nulle part. Ça fait depuis les plans d'échelon structurels que l'État ne recrute plus. Les années 90. À la marge. Et donc, orientez-vous vers le secteur privé, trouvez des idées, prenez des initiatives, galérez, ramez, c'est ça que les entreprises aiment. Si vous voulez aller, comme on dit un copain, vous voulez aller au paradis sans mourir, vous n'irez jamais. Donc, acceptez de galérer et vous allez pouvoir trouver des opportunités parce que les entreprises embauchent. Et comme le disait Madame Porquier tout à l'heure, elle a des postes chez elle. Pourquoi est-ce que vous refuseriez d'aller faire un poste, prendre un poste à la base, un col bleu, vous avez un bac plus 4, mais vous pouvez tout à fait commencer par faire le ménage.
Comment est-ce qu'on a découvert des cadres en entreprise? D'autant que nous favorisons la promotion interne et nous favorisons l'évolution des postes. Bien et sûr. Vraiment, pour rebondir sur ce que tu disais, Didier, il faut absolument être flexible parce que l'entreprise aujourd'hui a le devoir d'être flexible. Donc, quel que soit le diplôme que vous avez, il faut votre capacité à vous adapter à l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. En tant qu'étudiant, il n'arrête pas d'être flexible. C'est une lutte au quotidien sur un campus ou qu'on soit dans une école privée d'enseignement supérieur. Ils n'arrêtent pas d'être flexibles, de trouver des petits boulots pour financer leurs études, non? Est-ce que vous êtes flexibles ou pas, les jeunes? Est-ce que pour autant, les propositions de Didier, vous seriez partant pour aller dans la mécanique auto, dans le secteur automobile, alors que par exemple vous avez étudié l'économie et la gestion? Non. Ouais, d'accord. Non, mais aucun succès. C'est ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Et pour être chef d'équipe d'une équipe qui s'occupe de nettoyage industriel? En tout cas, j'en recherche. Et pour compléter également ce que Didier disait, les entreprises privées doivent être soutenues par l'État, Monsieur le Ministre. Elles peuvent être battantes, elles peuvent être résilientes, mais si elles ne sont pas dans un environnement, dans un écosystème qui favorise leur stabilité, qui favorise leur développement, quelle que soit la volonté de l'entreprise de se dépasser, d'évoluer, elle ne le fera pas. On parlait tout à l'heure des stages, Didier parlait de stages. Il y a de très belles initiatives qui ont été lancées par le gouvernement pour l'apprentissage, pour le PGDEC à l'époque, la EJ. Moi-même, j'ai participé à ce programme, mais ce n'est pas toujours suivi comme ça se devrait et l'État manque encore ses promesses. Donc aujourd'hui, si nous, on n'a pas de problème, on ne peut pas être chef d'entreprise, reprocher aux jeunes de ne pas connaître et refuser de les prendre en stage. Non. Nous, chez nous, la porte est ouverte pour les stages. Mais le stagiaire doit faire preuve de bonne volonté et à un certain moment, l'entreprise n'est pas totalement extensible. Donc on va être limité. Mais si nous étions 20, 30, 40 entreprises à pouvoir prendre des stagiaires, parce que derrière, on a peut-être un allègement fiscal ou on a des aides qui nous permettent d'accueillir ces stagiaires de façon efficace, de façon efficiente, que ces gens-là apprennent et demain aient la capacité à trouver un métier, comme effectivement ce que vous prenez, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'entreprises aussi qui prendraient des stagiaires. Et chez nous, beaucoup de stages débouchent sur un CDD et ensuite sur un CDI. C'est notre promesse, c'est notre promesse. On parlait du manque d'attractivité du secteur et c'est pour ça qu'on fait l'évolution de l'emploi chez nous. Alors, on va bien sûr s'arrêter sur cette question des stages, Monsieur le Ministre, si vous le voulez bien. Je sais qu'il y a un auditeur qui veut s'exprimer à propos de l'agence emploi jeune, puisque l'agence emploi jeune propose des emplois, mais propose aussi toute une batterie de différents stages. Saint-Antoine Conan, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bonjour Saint-Antoine. Tu as 27 ans. Oui. Tu as un BTS communication, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Alors moi, l'agence emploi jeune m'a permis d'avoir un stage. Malheureusement, à la fin de ce stage, je n'ai pas perçu les dus de l'agence emploi jeune. Je rappelle simplement que lorsque vous obtenez un stage par le biais de l'agence emploi jeune, vous êtes rémunéré à hauteur de 45 000 francs le mois. C'est bien ça, monsieur? D'accord. À peu près 70 € par mois. Oui. Le stage... pendant 12 mois, hein, c'est bien oui, ça? Oui, effectivement, le stage a duré donc 1 an, 12 mois. Je n'ai perçu que 4 mois, donc 45 000 4 fois. Et puisque après... vous êtes à cheval sur les chiffres, je vous laisse calculer ce que l'agence me doit. Alors, deux choses. Mamadou Touré, ministre de l'Insertion professionnelle. Rapidement, concernant les entreprises, très rapidement, juste informer madame qu'il y a quand même des dispositifs d'accompagnement des entreprises avec des crédits impôts qui sont accordés aux entreprises qui acceptent de prendre des stagiaires, qui acceptent de prendre des gens donc, en emploi, entre 250 000 et 1,5 million pour l'emploi d'un jeune, entre 100 000 francs et 500 000 francs de crédit impôts pour les stagiaires et pour l'apprentissage, et entre 25 000 et 50 000 par jeune pris en stage. Mais pour ça, nous avons noté, nous, qu'il y a un déficit de communication avec donc les entreprises et nous allons donc continuer à sensibiliser pour cela. Alors sur le stage... Attendez, Monsieur le Ministre, excusez-moi, sur votre respect, j'ai avec moi des factures qui sont encore non payées de l'AEJ alors que j'ai eu des stagiaires. Donc ce n'est pas le plateau, mais nous sommes rentrés dans ce système et tout comme mon jeune ami, je n'ai pas été payé en tant qu'entreprise. C'est pas la même chose. Alors que j'ai participé au programme. Non, c'est pas la même chose. C'est une réalité. Non, c'est pas. Alors, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut réexpliquer l'accord qui était passé entre l'agence emploi jeune et les entreprises où effectivement l'agence emploi jeune mettait la main à la poche pour rémunérer, prendre en charge une partie du salaire du stage
Non, c'est pas la même chose. Et inciter les entreprises à prendre des stagiaires. C'est bien ça, monsieur le ministre. On parle de deux choses. Vous créez une confusion. On parle de deux choses complètement différentes. Je parle de crédit impôt. Oui. Je ne parle pas d'agence emploi jeune. Les crédits impôts accordés par le gouvernement ivoirien pour l'emploi d'un jeune, pour l'apprentissage, etc. Et ça, c'est avec les services de l'impôt. Laissons de côté le crédit impôt. Mais il faut bien qu'ils comprennent. Et donc, pour ça, l'entreprise a une démarche à faire vers le service des impôts au moment où l'entreprise déclare ses impôts pour avoir donc les crédits impôts. Maintenant, je reviens à la question qui a été posée et qui est similaire. Absolument. Quand je suis arrivé en 2018 à la tête de ce département, il y avait près de 9000 jeunes qui avaient fait donc des stages et qui avaient des aérés donc de paiement des primes de stage. Et nous avions des entreprises qui avaient accepté de prendre des jeunes stagiaires et qui avaient accepté de préfinancer donc les primes de stage de ces jeunes contre remboursement donc de la part donc de l'État à travers l'agence emploi jeune et qui avait des aérés donc de paiement. Absolument. Dans ce sens. Confirme. Et donc la première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'abord l'audit de la situation. Je veux comprendre comment est-ce qu'on arrive à cette situation. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette situation? Il y a plusieurs causes. L'une des causes, d'abord, puisque j'ai consulté l'agent comptable, il y a eu du faux qui a été fait. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont pré-rempli donc des fiches de stage avec des noms de jeunes et souvent avec la même écriture, les mêmes signatures, etc. Et ça a été rejeté. Donc ça, c'est l'une des premières causes. La seconde cause, c'est la rigidité des procédures administratives et financières. Un élément très concret, ce jeune qui fait le stage le 1er du mois jusqu'au 31 du mois, les procédures antérieures voulaient qu'après le 31, l'entreprise fasse une attestation pour dire que ce jeune a fait un stage, envoie cette attestation à la représentation de l'agence emploi jeune, qui va envoyer ça donc à la maison mère à Abidjan, qui va vérifier et qui va envoyer ça donc au service comptable, qui vérifie. Bon, donc, vous voyez que c'est trop long et qui va vérifier, attention, et qui va vérifier que toutes les pièces sont réunies avant de procéder au paiement. Et là encore, Emmanuel, excusez-moi, nous avions des fiches, vous avez 50 jeunes inscrits. Il suffisait qu'un seul jeune ait une erreur donc sur ses mentions, etc., que toute la liste soit ramenée pour être faite. Et donc on arrive donc à des situations où en procédure normale, il faut 2 à 3 mois pour être payé, mais ça c'est quand il n'y a pas d'erreur. Alors j'ai décidé de réformer complètement cette situation. D'ailleurs, nous avons apuré la plupart donc, des primes de stage. Il reste encore quelques normes résiduelles. De 9000 jeunes stagiaires qui étaient en quête de paiement, nous sommes à moins d'une centaine. Aujourd'hui, j'ai décidé avec la banque partenaire de faire en sorte que nous ayons donc un mécanisme de préfinancement donc, du stage pour ne pas faire payer le jeune. Et c'est simple. Si vous faites un stage, la BNI, qui est notre banque partenaire, va préfinancer le premier mois, le temps que nous fassions en interne toutes les procédures administratives et que l'agent comptable accepte donc de régulariser cette situation. Donc, 1 mois d'avance, 1 mois de confiance aux jeunes. Et au 2e mois, nous aurons donc vérifié l'effectivité du stage pour payer donc le jeune. Donc, ce sont des réformes qui vont rentrer en application dès le 1er octobre. Donc, parce que sur la page Facebook de l'agence emploi jeune, on voit encore des récriminations de jeunes qui attendent d'être régularisés dans leur paiement. On est bien d'accord? Malheureusement, comme je l'ai dit, le statut donc, de l'agence emploi jeune qui est en cours de réforme, l'agence emploi jeune est un établissement public national qui a ses règles de fonctionnement, avec une orthodoxie financière qui est très rigide, etc., qui n'est souvent pas adaptée. Quand vous prenez le PGDEX... Une orthodoxie financière, certes, c'est pour vous garantir de ne pas être victime de tricherie, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds publics de la part de jeunes ou d'entreprises qui voudraient profiter de cette manne financière. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu entre la flexibilité, l'efficacité et la rigueur et le contrôle, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne font pas de stage et qu'il y a des noms fictifs qu'on a découverts, etc. Donc il faut contrôler parce que c'est de l'argent public, et les jeunes et les entreprises, mais en même temps, pour ceux qui travaillent, notamment les entreprises qui prennent sur elles de nous aider à apprendre des jeunes, ces entreprises ne peuvent pas être impactées par la lourdeur de nos procédures. Et madame, je vous dis qu'à partir du 1er octobre, les choses vont changer. Vous prenez cet engagement, y compris devant les stagiaires ? Je reviendrai vous voir avec mes factures. Désiré Fouquet-Porquet veut repartir avec un chèque, là. Hein, c'est-à-dire le règlement de son solde. J'ai mes factures avec moi, en tout cas. Mais trêve de plaisanterie, plus profondément, on voit bien tout de même la complexité quand l'État se mêle de l'insertion professionnelle des jeunes, de faire un trait d'union entre les entreprises
et les jeunes qui cherchent à s'insérer, Didier Akoueté. Non, mais ce n'est pas le rôle de l'État, honnêtement. Si vous voulez, l'État met en place l'environnement, mais l'État ne peut pas dire à un juriste ce qu'il va faire demain, à un physicien, à un économiste. L'État ne sait pas faire ça. Donc, arrêtons de penser que l'État va nous aider à trouver un boulot. Arrêtons ça. Maintenant, les stages. Parce que vous voyez, l'appareil administratif étatique, c'est tellement lourd. Même nous y sommes confrontés dans beaucoup de pays, encore plus en Afrique. Moi, je me dis une seule chose. Imaginez ce campus, les étudiants. Les entreprises ne vont peut-être pas vous prendre en stage, parce qu'elles n'ont peut-être pas de position de stagiaire à vous proposer. Un stage, c'est pas une entreprise qui ouvre sa boutique et dit à tout le monde viens, c'est pas la soupe populaire, quoi. Non, 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 il faut que l'entreprise ait un besoin. Et moi, je me souviens de nos années étudiantes où nous créions sur les campus, dans les écoles, des entreprises. Imaginez que sur le campus ici, il y ait chaque année des entreprises créées par les étudiants pour remplir un certain nombre de services. Imaginez ces émissions que RFI enregistre, ce soit l'équivalent d'une junior entreprise, des gens qui font la communication, qui sont dans la logistique, qui proposent cette prestation. Vous voulez nous mettre au chômage? Non, pas vous, mais la société qui a monté je veux que ce soit des étudiants. Ceux qui font, par exemple, l'entretien des espaces publics. Pourquoi il n'y a pas une petite entreprise avec des étudiants qui s'en occupent? La maintenance. Ceux qui font du droit. Pourquoi il n'y en a pas une junior entreprise qui assiste les étudiants dans les démarches juridiques? En revanche, c'est là où vous avez besoin d'accompagnement, à deux niveaux. L'État peut jouer son rôle, parce que ces juniors, c'est les équivalents de petites entreprises que vous créez sur les campus, ont besoin d'être soutenus et d'être incubés. Et là, je dirais à l'État, mettez quelques centaines de millions chaque année dans ces petites entreprises que les jeunes créent sur les campus. Et deuxièmement, envoyez des professionnels qui viennent les encadrer, qui viennent leur donner l'expertise et qui, en plus, peuvent leur trouver des débouchés sur le marché. Quand vous avez fait ça, je vous assure, quand vous sortirez d'ici, vous trouverez un boulot ou alors peut-être même vous convertirez cette petite entreprise que vous avez créée sur le campus en entreprise et en job. Donc vous créez des jobs sur les campus et vous devenez des vrais professionnels. Donc créez vos jobs et ça, l'État peut jouer un rôle. Didier Akoueté, vous savez que parmi ceux qui vous écoutent à l'heure actuelle, il y a déjà des étudiants qui ont monté leur petite entreprise et qui sont étudiants. On va leur donner la parole dans quelques instants. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. 7 milliards de voisins sur RFI. L'émission est enregistrée à Abidjan, sur le campus de l'université Houphouët-Boigny, à l'occasion du FEMUA. Salut à tous les jeunes, si vous nous rejoignez. Le sujet, c'est l'emploi des jeunes aujourd'hui. L'emploi des jeunes en question, vos témoignages, nos invités aussi vous répondent. Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique est parmi nous. Désiré Foucré-Porquet, chef d'entreprise, et Didier Akoueté, chasseur de tête, président du cabinet de conseil Afrique Search. Nous retournons dans le public pour cette deuxième partie d'émission. Salif est avec nous. On vous donne la parole, Salif. Bonjour madame. Salif, tu as 19 ans. Tu es étudiant en deuxième année de droit. Oui. Et tu es en même temps entrepreneur. Effectivement. Je voudrais demander comment on peut parler de qualification lorsqu'on fait une année universitaire en 1 mois et demi en la faculté de droit. Ça, c'était en première année. En deuxième année, nous avons fait environ 2 mois et demi à 3 mois de cours pour la deuxième année. Une somme nous avons composé. Comment pouvons-nous être formés, même si nous partons en entreprise? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'y a que 2 mois ou 3 mois de cours dans l'année universitaire? Ils disent que c'est à cause de la Covid-19, d'après eux. Mais quand on remplit stade, il n'y a pas fait de Covid-19 là-dedans. Ça, c'est mon problème d'abord. Alors, en tout cas, Covid-19 ou pas Covid-19, toi, tu t'es pas tourné les pouces. Tu as lancé, à ton échelle, à 19 ans, un cabinet de recrutement pour placer des jeunes dans des entreprises. Oui, ça c'était lorsque j'ai eu le bac. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des entreprises qui veulent recruter, mais il y a un problème de recrutement. Mais il y a des grandes entreprises, déjà comme monsieur qui est déjà dans le domaine. Mais j'ai constaté que ceux qui cherchent même des emplois, ils ne savent même pas rédiger un CV lorsque je reçois des CV. Imaginez-vous quelqu'un qui veut rédiger son CV et puis il prend une photo en Snapchat et puis met sur son CV. Est-ce que c'est présentable? Mais le souci vient d'où? De l'éducation ou de la personne elle-même?
Moi, je trouve que ça vient d'abord de l'école, parce qu'on n'a pas appris à faire des CV à l'école. Ou soit on n'a pas bien appris à faire des CV à l'école, si je peux le dire ainsi. Ouais. Faire son CV, tu tapes ça sur Internet, tu trouves toutes les informations que tu veux. Oui. Hein? Et ceux qui n'ont pas de téléphone Android. D'accord. Ceux qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. Alors, explique-nous, Salif, quel est ton business avec les CV des jeunes? J'essaie de rencontrer certains particuliers et certaines petites entreprises qui me contactent lorsqu'ils ont besoin d'employés. Tu as actuellement combien de CV en stock? Environ 200. À présenter à des entreprises? Oui. Quel genre de profil? Bon, tout type. Comme madame elle a dit, le nettoyage. Beaucoup même de diplômés viennent et puis ils s'intéressent au domaine de madame. Ils disent qu'ils veulent nettoyer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc par exemple, là, tu pourrais aider Désiré Fouquet-Porquet à recruter? Oui, actuellement, j'en ai même. Si elle veut même à l'instant, tu ne pas chez les CDP à venir. Est-ce que tu gagnes de l'argent, Salif, avec ça? Oui. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter un téléphone le samedi passé. Bravo. Grâce à cela. Je ne suis pas riche, mais je réussis tant bien que mal à pouvoir acheter quelques documents sur la fac. Et puis, comme aussi je vends lorsqu'il y a les cours, des fascicules qui me permettent de me débrouiller pour que je puisse avoir à manger. Qui te paye? Chez moi, ce sont les employés qui payent. Quand ils ont trouvé à recruter grâce à toi, grâce au CV que tu leur as présenté. Ils me disent, moi je leur ai dit, pour tel type de profil, moi j'ai besoin de telle somme. S'ils sont d'accord, ils me donnent mon argent, je leur donne la personne. Dans le cas contraire, ils ont leur argent, je donne la personne. Didier Akoueté, vous pouvez mettre la clé sous la porte? Moi je ferme des deux mains, de toute façon. C'est clair. Non, mais ce qu'il fait, c'est génial, parce que, ouais, il comprend qu'il y a un besoin, c'est pas forcément son secteur, il essaye, et il peut gagner de l'argent. Et tout est à portée de main sur le campus, surtout. Bah, bien sûr. Donc maintenant, comment on l'accompagne pour professionnaliser encore plus ce qu'il est en train de faire? C'est pour ça que je dis l'accompagnement public, l'incubation des jeunes comme lui, c'est essentiel pour arriver peut-être à avoir un métier qui est celui que vous n'avez pas appris, que vous avez appris sur le tas. Donc ça, c'est génial. Alors qu'il est étudiant, honnêtement, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Il n'y aura pas assez d'emplois pour tout le monde. Ça, c'est un fait. L'entrepreneuriat va être essentiel dans ce que vous allez pouvoir faire et vous allez réussir demain. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur non plus. On ne s'improvise pas entrepreneur, sinon ça se saurait. Et c'est en ça que des initiatives collectives soutenues par des professionnels et éventuellement les pouvoirs publics, c'est essentiel. Typiquement, ce que vous faites, l'agence emploi jeune devrait, peut-être qu'ils ont un guichet pour soutenir ce genre de choses. Parce que c'est comme ça que vous allez créer 2, 3, 4, 5 jobs. Et c'est comme ça que toutes les grandes entreprises, en fait, beaucoup se sont créées, en commençant par une simple initiative. Donc, je crois que c'est vraiment ça la voie. Entreprenez. Entreprenez. On va donner la parole à Stéphane, on retourne dans le public. Stéphane, 28 ans, diplômé dans l'enseignement supérieur privé, en licence marketing management à l'Institut technologique d'Abidjan. C'est exact. Bon, moi, dans mon cas, après le BTS, j'ai eu un emploi direct. Mais seulement que je n'étais pas payé à ma juste valeur. Je t'ai payé 60 000 francs. J'ai fait un BTS en gestion commerciale. Et j'ai accepté le job. J'ai fait 2 ans en entreprise. Mais après, je me suis associé avec des collègues. Et puis, on a lancé notre propre business. Et voilà, en ce moment, je suis en train de confectionner mon deuxième business. Voilà, mais pour le moment, le premier, ça commence à aller un peu. Oui, le premier voilà, on n'a pas eu besoin de financement externe, on s'est autofinancé, mais ça commence à aller. Oui. Voilà. Ce premier business, quel est-il, où tu te sens payé à ta juste valeur? On a investi dans un cabinet dentaire, parce j'ai été community manager pour un cabinet dentaire. Voilà. Rien à voir avec ta formation au départ, hein. On est bien d'accord, marketing management. Bon, ça va un peu dans le même sens, mais seulement que c'est le marketing sur Internet. Voilà. Mais comment tu t'es formé? J'ai fait des formations en ligne. D'abord, j'ai fait la spécialisation Google et puis Facebook. Voilà. Après aussi, j'ai lu beaucoup de livres. Moi, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. C'est pour cette raison que j'ai accepté le job de 60 000 pour me former, pour comprendre le mécanisme et puis voilà, appliquer. Tu t'orientes vers un deuxième business? Commercialiser du riz local. C'est cela. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, ça s'appelle être flexible. C'est cela. En Côte d'Ivoire, mais on n'est pas autosuffisant en riz.
on importe la majeure partie du riz. Moi et mes associés, comme d'habitude, on a décidé de se tourner vers l'agriculture. On met un mécanisme en place pour que le premier business fonctionne, même si on est absent. Et puis on se concentre sur le second business qu'on est en train de mettre en place. Oui, l'agroalimentaire. Est-ce qu'autour de toi, tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de ton parcours? Je ne vais pas dire mes amis, mais je vais dire mes frères. En général, ils sont fiers parce que je n'ai pas eu besoin d'aide en tant que tel. Après mon BTS, j'ai commencé à penser à mon avenir. J'ai fait un plan et puis j'ai suivi le plan. Voilà. Mamadou Touré, ministre de l'Insertion professionnelle. On a un jeune là qui va investir dans le secteur de l'agroalimentaire. On dit aujourd'hui que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le secteur le plus prometteur pour absorber justement ces demandes d'emploi des jeunes. Les jeunes n'ont plus tellement envie de se tourner vers l'agriculture telle qu'on la concevait autrefois, un travail harassant, par forte chaleur, etc. Qu'est-ce que le gouvernement, les pouvoirs publics mettent en place pour créer de nouveaux métiers plus attractifs, plus modernes et qui pourraient participer aussi à la modernisation de tout un secteur agroalimentaire local? Au risque de répéter ce que Didier a dit, ce n'est pas le rôle principal du gouvernement que de créer des emplois, etc. Ça, c'est le rôle du secteur privé. Le gouvernement crée l'environnement propice donc, à la création d'emplois. Le gouvernement donne une orientation économique. Aujourd'hui, nous voulons transformer notre cacao, notre café, l'anacade, etc., avec tous les métiers qui vont avec. Donc, le rôle du gouvernement, c'est d'avoir un rôle d'accompagnement. Moi, j'ai été à Yamoussoukro, à l'INPHB, il y a à peu près un mois, avec le ministre actuel de l'enseignement technique, visiter des jeunes qui, avec la technique israélienne, ont décidé donc de développer des activités dans le domaine de la culture, bananes, cacao, etc., et qui, sur des surfaces très réduites, arrivent à produire 20 fois plus que la normale. Et ces jeunes ont pu acquérir donc, du matériel qui leur permet donc d'échapper donc, à la rigueur de la culture traditionnelle. Ils se sont regroupés. Vous savez, en étant entrepreneur, par exemple, en vous mettant ensemble pour un secteur donné à travailler une activité, mais vous devenez aussi des chefs d'entreprise, vous embauchez des diplômés, etc. Ces jeunes qui sont organisés ont besoin d'un comptable, ont besoin d'un commercial, parce que les produits qui sont cultivés, après il faut commercialiser. On a des grandes surfaces aujourd'hui qui cherchent à acheter, donc il faut aller à la recherche d'un marché, etc. Donc le gouvernement accompagne essentiellement. Et nous avons mis en place un petit fonds donc d'appui à ce genre d'initiatives. L'année dernière, c'est un peu plus d'1 milliard de francs CFA que nous avons donné à 50 jeunes qui ont décidé donc d'entreprendre dans différents domaines. Cette année, c'est autour de 2 milliards de francs CFA que nous mettons donc à leur disposition. Mais ça, c'est en termes d'accompagnement spécifique pour certains projets. Et donc, je les invite donc à saisir l'agence emploi jeune s'ils ont besoin donc de financement additionnel, de monter leur dossier et en fonction de la pertinence de leur dossier, ils seront financés comme beaucoup le sont actuellement. Didier Akouete, est-ce que réellement le marché peut se faire avec des talents individuels qui montent leur petit business? On le voit bien, ces jeunes, ils sont très prometteurs, mais il y a un moment donné, il va y avoir un plafond de verre, il va falloir de l'argent frais, il va falloir des équipements, notamment si on veut travailler dans l'agroalimentaire, il va falloir payer des machines. S'il n'y a pas derrière une politique publique qui soutient cette modernisation de tout un secteur? Non, s'il n'y a pas de politique publique, c'est vraiment difficile, parce qu'autant les jeunes prennent l'initiative, donc ont le courage, la flexibilité, se lancent dans l'aventure. À un moment donné, il y a un minimum d'accompagnement. En fait, pour l'instant, ils sont en mode start-up. Et vous voyez, les grandes entreprises, on ne raconte pas assez l'histoire des grandes entreprises, mais vous connaissez Apple, Amazon, c'était une librairie en ligne. Apple, ils ont échoué 6 fois, ils ont commencé dans un... Vous connaissez tout ça, donc vous êtes en mode start-up et il faut accepter d'être en mode start-up et malheureusement de galérer. Honnêtement, c'est vraiment de l'honnêteté. C'est-à-dire que le travail de costume, cravate, tel qu'on nous l'a vendu pendant des années, il faut aussi qu'on arrête de rêver à des métiers où on est forcément dans un bureau. Vous êtes flexible, vous êtes entrepreneur, vous avez de la volonté, il faut juste le petit accompagnement qu'il faut. Et là, je reviens, les politiques publiques ont un énorme rôle à jouer et on ne le sont pas assez dans nos pays. Mais sinon, c'est une terre d'entrepreneurs. Quand on va au Kenya, on va au Cameroun, on va en Afrique du Sud, on va au Togo, on vient en Côte d'Ivoire. Les jeunes veulent entreprendre et ils entreprennent. Mais il y a le fameux plafond de verre de l'entrepreneur qui aujourd'hui les empêche d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire aujourd'hui pour pousser toutes ces initiatives
qui sont des champions en herbe, hein, c'est ça les champions de demain. Peut-être demain vous serez un gros cabinet en ligne, peut-être demain le plus gros cabinet dentiste dans la région. Et donc c'est ça, comment on fabrique des champions depuis l'université. Et ça, l'État a un rôle important à jouer. Mamadou Touré, un conseil à donner aux jeunes, vous qui êtes le ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle. D'abord, tout est possible et cette émission a permis de façon très concrète de voir d'exemples de jeunes qui ont décidé donc de se mouiller, comme Didier l'a dit, d'entreprendre et qui plus ou moins réussissent dans leur activité. Votre pays est une niche d'opportunités pour vous. Il vous revient de vous donner tous les moyens nécessaires par la formation, en faisant preuve d'ingéniosité. Et puis, c'est vrai, il y a le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de créer l'environnement nécessaire et surtout de créer les initiatives en termes d'accompagnement donc dans vos différentes initiatives. Il faut aussi que le secteur privé accepte de jouer donc son rôle. Et moi, c'est le dialogue que j'ai très souvent avec donc les acteurs du secteur privé. Je me réjouis que Mme Porquet, à travers son entreprise, prenne aujourd'hui beaucoup de jeunes. Mais ce que nous disons, c'est que lorsqu'on oppose aux jeunes un certain nombre d'années d'expérience professionnelle avant de leur donner une opportunité, mais des jeunes qui n'ont jamais travaillé ne peuvent pas avoir d'expérience professionnelle. Il faut que le secteur privé soit assez flexible. Nous avons mis en place un mécanisme, c'est ce qui a été rappelé. L'État essaie d'accompagner ces jeunes pour leur première année d'expérience professionnelle au sein d'une entreprise, moyennant 45 000 francs CFA par mois, avec une contrepartie d'au moins 20 000 francs de la part des entreprises. Et nous voyons que ça marche. Dans le cadre du projet PGDEC, 70% des jeunes que nous avons placés en stage pré-emploi ont été embauchés par les entreprises dans lesquelles ils ont fait les stages pré-emploi. Donc soyez... Nous avons 2 en CDI. Bon, voilà, donc elle confirme. Donc, soyez imaginatifs, il y a des opportunités. Nous allons vous accompagner. À Haut-Dîner, par exemple, pour rejoindre Didier, des jeunes qui voulaient cultiver du riz, mais qui voulaient moderniser, qui avaient besoin du matériel, etc. On fait une demande de 209 millions de francs CFA à l'Agence Emploi Jeunes, qui a mis ses ressources à disposition. L'entreprise s'appelle Fasobara, et ces jeunes aujourd'hui se sont regroupés, ont des outils modernes de production de riz, et ça marche. Il faut vous lever, il faut vous battre et aller donc à la rencontre des opportunités. C'est ce que je peux leur dire. Les PME, c'est l'avenir pour l'emploi des jeunes. Désiré Foucret-Porquet. Déjà, bravo, on a entendu de belles expériences. Je dirais aux jeunes de continuer d'apprendre, de se former, que ce soit à la fac, mais également aujourd'hui, on a plusieurs canaux de formation sur Internet. Je leur dirais, comme le ministre, d'y croire, d'être flexible et de sortir aussi d'Abidjan. Tout ne se passe pas à Abidjan. Il faut aller ailleurs. Il faut explorer toutes les opportunités qu'on a en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, je parlerai de mon secteur d'activité. Il n'y a pas de saut métier. Nous faisons un métier dont nous sommes fiers, qui est un métier indispensable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et j'ai eu la chance d'avoir le prix national d'excellence pour l'entrepreneuriat féminin il y a 2 ans dans ce secteur d'activité. Ce qui veut dire que quel que soit ce qu'on fait, il faut bien le faire. Il faut le faire avec conviction. Il faut le faire avec passion. Et c'est ce que je vous dirais. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci. Merci à vous tous. Merci Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle. Merci Désiré Bada Foucret-Porquet, chef d'entreprise. Et merci à vous, Didier Akoueté, pour vos conseils qu'on retrouve d'ailleurs tous les mois dans l'émission. Merci à vous, les étudiants, les étudiantes, très jeunes entrepreneurs. Voilà. Merci aussi à l'équipe, à Abidjan, Juliette Brault, Romain Dubrac, Jérémy Bessé et à Paris, Delphine de Dianous. On peut tous vous applaudir. Dans quelques instants, le journal sur RFI.